Pour la première fois, Dominique Cotret explique comment elle refusait d'admettre ses grossesses à répétition, de peur de devoir aussi avouer la relation incestueuse qu'elle avait avec son père. Comment j'allais faire pour le dire, pour l'annoncer, même si je le sentais, je me disais dans ma tête, ah non, c'est pas ça, c'est pas possible, c'est pas ça. Avec ces mots, la quinquagénaire parle d'un engrenage dans lequel elle dit s'être sentie prise au piège entre 1989 et 2000, lorsque dans son ancienne maison, elle accouche à 8 reprises, à chaque fois en secret. J'accouchais et le lendemain je retournais travailler. Comme si de rien n'était. Personne ne voyait rien. L'ancienne aide-soignante, toujours suivie assidûment par un psychiatre, confirme avoir gardé parfois très longtemps le corps de certains nourrissons à son domicile. Bon, je le mets dans ma chambre, je le mets dans la garde-robe, dans les sacs en plastique. Je pensais que je voyais mes bébés et je savais que c'était les bébés qui étaient là. Oui, je pensais à eux. Et oui, j'avais mis une couverture, pensant qu'ils avaient froid. Après 2 années de prison, Dominique Cotret est libre depuis 2012. Elle sera jugée pour homicide involontaire sur mineur fin juin. Elle encourt la prison à perpétuité. Un document à découvrir en longueur demain dans 66 minutes à partir de 17h15. Des mouvements sociaux à prévoir. À Marseille, la ville va-t-elle ressembler à une poubelle géante dans les jours qui viennent? Peut-être, car hier, les éboueurs se sont mis en grève. Ils réclament l'embauche d'agents supplémentaires et le syndicat ultra-majoritaire FO annonce une mobilisation très importante de l'ordre de 80%. D'ores et déjà, les détritus s'accumulent dans les rues de la cité phocéenne, habituée à ce type de conflit. Un conflit qui devrait se durcir lundi. Écoutez ce syndicaliste. Aujourd'hui, le problème, il est très simple à la base. Il manque quelques effectifs, il y a des sanctions injustifiées et il faudrait un système d'astreinte pour les endroits où il manque du monde. C'est un problème où il faut 1 heure pour le régler. Donc si on ne le règle pas, c'est qu'il y a la volonté de ne pas le régler. On va partir sur une grève très très dure puisque même dès lundi prochain, même l'encadrement, même la maîtrise va rentrer dans la grève. 40 bennes ont été installées dans tous les arrondissements concernés par la grève afin que les particuliers puissent y laisser leurs poubelles. Et puis si vous êtes malade, sachez que SOS Médecins est en grève. Demain, l'association qui regroupe 1100 praticiens redoute la suppression du médecin de garde la nuit, entre minuit et 8h du matin, comme c'est déjà le cas en Lorraine et dans le Nord-Pas-de-Calais. Les patients, dans ce cas-là, doivent se tourner vers les urgences. Voici maintenant un mal dont souffre un jeune Anglais depuis 7 ans maintenant. Il a en permanence une impression de déjà-vu, comme si chaque événement de sa vie s'était déjà produit. Cette sensation nous est arrivée à tous. Il est rare qu'elle soit aussi constante en revanche. Et le cas de cet homme de 23 ans a attiré les scientifiques. Alors quelles conclusions, quelles sont les causes du déjà-vu? Ce soir, c'est Vicky Bogart, que vous avez déjà vu, mais ça c'est tout à fait normal, qui répond à vos questions. J'ai cette impression de déjà-vu assez souvent, nous dit un internaute. Cela n'a vraiment rien d'étonnant. Cette sensation d'avoir déjà vu ou déjà vécu une situation est même courante. 2 personnes sur 3 auraient déjà ressenti cette impression au moins une fois dans leur vie. Et pour 10% d'entre elles, ce serait même fréquent. De nombreux écrivains et cinéastes se sont d'ailleurs inspirés de ce phénomène. Et je suis sûre que vous vous rappelez de cette scène du premier Matrix. Déjà vu. Mais le cas de ce jeune Britannique dont vous avez parlé, Nathalie, est unique car cette impression de déjà-vu ne le quitte plus depuis 7 ans. Selon les scientifiques, cela pourrait être causé par son anxiété et ses TOC, ces troubles obsessionnels compulsifs qui a géré sur son cerveau. Alors justement, on va parler explication. D'où vient cette sensation de déjà-vu ? Ce phénomène pourrait être lié à une surcharge d'informations dans notre cerveau, justement. Il est possible que certains messages envoyés par nos sens arrivent plus rapidement au cerveau que d'autres. Exemple, vous êtes au restaurant et un serveur fait tomber un verre. En 1 milliseconde, votre cerveau enregistre toute une série d'informations. Les mouvements du serveur, les conversations de vos voisins ou encore l'odeur de la nourriture.
Et il arrive parfois que le cerveau traite certaines informations avec un léger décalage, ce qui provoque cette impression de déjà-vu. Voilà, on vit deux fois la même chose, coup sur coup. Quels sont les facteurs déclenchants de cet effet ? Eh bien, en plus de la surcharge d'informations dans notre cerveau, les scientifiques avancent d'autres explications possibles, comme celle du trouble de l'attention. Si vous êtes distrait, vous n'êtes pas attentif au serveur qui renverse un verre, mais votre cerveau enregistre quand même la situation de manière subliminale. Et lorsque vous en prenez conscience, juste l'instant d'après, vous avez cette impression de déjà-vu. Et enfin, sachez que plus on est fatigué ou plus on est stressé, plus on aurait tendance à vivre ce genre de situation. Je n'ai pas vécu de déjà-vu avec vous, j'étais parfaitement concentrée. Merci beaucoup Vicky pour toutes ces informations, merci de nous avoir éclairés. Transition parfaite pour aller découvrir toutes les tendances déco réunies à Villepinte, près de Paris, au salon Maisons et Objets, qui s'est ouvert hier et jusqu'à mardi. Parmi les idées lumineuses à y puiser, quelques conseils pour bien éclairer votre intérieur. Gros plan notamment sur les lampes, spots, appliques, bref, sur toutes les sources de lumière, directes ou indirectes, tamisées ou pas. Marie Pasquet, Gaëlle Courcel. En silicone, en métal, en liège ou encore en natte tressée. Cette année, les luminaires se parent de matières toujours plus modernes. Mais pour bien éclairer son salon, pourquoi ne pas miser sur le bambou ou le fil de fer ? Avec lui, vous obtiendrez une ambiance cosy et tamisée, idéale pour un coin salon par exemple. Le fait que ce soit complètement entouré, ça donne un côté moins agressif à la lumière et ça donne vraiment un effet reposant. Côté salle à manger, si vous souhaitez un éclairage directement au-dessus de votre table, ces suspensions feront leur petit effet. Elles sont dotées de la technologie OLED, la même que celle de nos écrans de téléphone portable. Comptez tout de même pas moins de 90 € l'unité. C'est une lumière qui est d'abord qui est froide, qu'on peut toucher, qu'on peut regarder directement sans être ébloui. Vous le voyez sur cette lampe qui est sur batterie, qui est faite de modules extrêmement fins, plats, froids, et qui, quand ils sont connectés à l'électricité, vont refaire de la lumière. De la lumière encore et toujours dans la chambre, place aux astuces. Sous cette lampe de chevet, une prise pour recharger son smartphone. Là, un détecteur de fumée intégré à une ampoule. C'est sûr, les luminaires veulent aussi nous simplifier la vie. Avant, on avait une ampoule dans un coin, un détecteur de fumée dans un autre coin, une enceinte dans un autre coin. Maintenant, on a plutôt tendance à rassembler des éléments. Pratiques et insolites, ces objets d'éclairage, eux, iront parfaitement dans la chambre de vos enfants ou dans le jardin. Avec une télécommande, on peut même en changer la couleur, idéal pour illuminer son intérieur. Du sport, et c'en est fini des Français à l'Open d'Australie. Le dernier en lice, Gilles Simon, a été éliminé ce matin au 3e tour par l'Espagnol David Ferrer. Le Français s'est pourtant bien battu, 3h39 de jeu, 4-7, mais à la fin, une défaite. De son côté, Alizé Cornet, dernière femme tricolore en lice, a aussi été battue par la Slovaque Dominika Cibulková, et ce en 2-7. Oublions cette défaite française en cette journée du sport féminin, dont la marraine n'est autre que la footballeuse Laura Georges, l'une des stars du PSG version fille, mais aussi l'un des piliers de l'équipe de France, qui fait partie des favoris pour la Coupe du Monde au Canada en juin. David Madège, Romain Lepetit et Gaëlle Courcel l'ont rencontré. Portrait. Laura Georges, 30 ans, est d'abord une footballeuse hors pair. Sélectionnée 156 fois en équipe nationale, toujours motivée sur le terrain et toujours prête à tacler ses adversaires. Depuis 2 ans, elle évolue ici au Paris Saint-Germain, avec un combat en tête, prouver que les footballeuses sont aussi douées que leurs collègues masculins. Pour les gens qui s'y connaissent et qui regardent vraiment les aspects tactiques et techniques, peuvent remarquer que le football féminin n'a rien à envier avec le football masculin. Alors c'est vrai, on pourra toujours dire que le football féminin est beaucoup moins rapide, beaucoup moins puissant. Mais c'est comme ça, et puis c'est aussi la beauté de ce sport pour les femmes, c'est-à-dire qu'elles ont aussi leurs particularités. Une particularité qui a tout de même mis du temps à s'imposer, car Laura Georges a chaussé ses premiers crampons dès l'âge de 12 ans. Elle n'a été révélée au grand public qu'en 2011, avec la qualification en demi-finale de la Coupe du Monde de l'équipe de France. Aujourd'hui, elle est l'une des rares footballeuses à vivre totalement de sa passion, et comme ses homologues masculins, elle a même des fans. J'aime beaucoup son jeu, elle est super sereine, calme. Franchement, je pourrais dire que c'est une de mes idoles, ouais.
J'aimerais essayer d'avoir le même parcours qu'elle, hein, clairement, mais très très bonne chose. Une joueuse qui sait aussi décrocher du terrain quand il le faut et se transformer en jeune femme coquette. Son seul regret, qu'il soit encore difficile en France pour les footballeuses de concilier vie professionnelle et vie familiale. On n'a pas encore de maman qui